Bonjour à tous, merci d'être là présents pour écouter la présentation que nous allons vous faire sur cette thématique qui est d'actualité, qui est l'alternative des poissons, l'alternative aux poissons et alternative à la viande, les défis et les perspectives pour les protéines de demain. Donc pour aujourd'hui, pour cette présentation, nous sommes représentants de deux équipes. Donc en fait, je serai accompagnée de Frédéric Baudouin de chez Improve, chargé de projet R&D, et Géraldine Gourlaouen, qui est responsable de l'équipe chez Food Innov Développement. Et donc moi, responsable R&D, Géraldine Dedieu, chez Food Innov Nutrition. Donc, merci à vous. Donc, nous allons commencer l'agenda de cet après-midi, donc de cette demi-heure ensemble. On va vous présenter les structures, donc Food Innov Group et Improve. Ensuite, on parlera un petit peu du marché, quel est le contexte marché, comment on en est là aujourd'hui. On essaiera de vous présenter des réponses aux défis fonctionnels que l'on peut avoir sur ces typologies de produits. Quelles sont également les réponses que l'on peut avoir aux défis nutritionnels. Et enfin, organoleptiques, et on finira par un question-réponse. Merci. Alors, je vais tout d'abord vous présenter rapidement la société Improve. Donc, Improve est le premier centre européen dédié à la valorisation des protéines végétales et alternatives. Donc, on est une équipe de 27 personnes, docteurs, ingénieurs et techniciens de R&D. Depuis 2021, nous faisons partie du groupe ITERG. ITERG, c'est l'Institut des corps gras qui est basé à Bordeaux. Improve est équipé d'une halle pilote pour aider les industriels à réaliser leurs projets de fractionnement des protéines végétales, fabriquer des concentrats, des isolats protéiques, et également d'un laboratoire d'analyse. À l'heure actuelle, nous avons 450 clients basés en France et à l'étranger, et à peu près 1 millier de contrats réalisés depuis 2014. Les services d'Improve vont être à la fois d'accompagner les clients dans leurs projets de scale-up, mais aussi de créer de l'innovation, de la R&D, sous un certain nombre de brevets qui peuvent être ensuite utilisés par clients français et internationaux. Plus proche. Donc Improve est organisé en 4 pôles. D'abord la caractérisation et l'analyse des protéines végétales en termes de physico-chimie, de fonctionnalité, digestibilité, nutrition et profil organoleptique, donc tous ces services qui peuvent être proposés à des clients externes. Ensuite le développement de procédés de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote, donc du litre au mètre cube, fractionnement sec, mouture, turboséparation et liquide, procédés pH métrique, filtration membranaire, etc. Nous pouvons aider les entreprises dans leur industrialisation sous la forme d'audit, via R&D, assistance technologique, et aider plus globalement au support d'innovation. Et donc Improve est organisé tout le long de la chaîne de valeur, soit de la caractérisation des matières premières, veille marché, analyse environnementale, les procédés d'industrialisation, développement R&D pilote, caractérisation des ingrédients, à la fois pour les producteurs d'ingrédients, mais aussi les acheteurs qui veulent se retrouver dans la qualité des différents produits disponibles sur le marché, et également proposer des analyses marché, soit en termes d'ingrédients et de produits. Concernant Food Innov, le groupe Food Innov, donc nous avons 2 entités, comme Géraldine le disait. Food Innov Développement sur la partie plutôt alimentation courante et travaille sur de multimatrices de produits. Et Food Innov Nutrition dédié, comme son nom l'indique, à la nutrition spécialisée et aux typologies de population. Donc on est une équipe de 25 personnes en tout, avec des docteurs, des ingénieurs, des techniciens R&D. On fait de la prestation R&D et innovation pour le compte de nos clients, qui peuvent être à la fois des startups, des PME ou des grands groupes internationaux. Et depuis 30 ans d'existence. Donc on peut accompagner tous nos clients sur différentes typologies de prestations, de la recherche d'idées jusqu'au transfert industriel des produits. On fait des prestations de management de l'innovation, tout ce qui est veille, utilisation d'outils et de formation.
des développements produits, bien sûr, avec du sourcing ingrédients, formulation recette, reformulation, du conseil en nutrition, à la fois réglementaire et des audits de type nutritionnel, de l'expertise scientifique, bien évidemment, même en termes de réglementation pour tout ce qui est dossier Novel Food ou DADFMS, ainsi que des projets collaboratifs, et l'application des recettes en transfert industriel en équipe. Plus du conseil réglementaire sur la partie Exportalim, qui est une marque du groupe, sur tout ce qui est accompagnement à la réglementation, étiquetage ou aide sur les procédures douanières, notamment pour les USA avec la FDA ou sur la Chine avec le CIFER depuis janvier. Pour les marchés que nous servons, donc ce sera tout l'industrie agroalimentaire et également la nutrition spécialisée, comme l'a dit Géraldine, avec la partie complément alimentaire. On a aussi une activité envers la restauration et les métiers de bouche. Pour ceux qui sont des applications, elles sont très très larges. Ça peut être des matrices poudre, des matrices liquides, des matrices biscuits. Voilà, on sert toutes les typologies que l'on peut retrouver dans les 3 marchés à gauche. Je vais laisser la main à Frédéric pour parler du contexte. Alors, quelques mots d'introduction sur le marché actuel. Donc, nous vivons un changement de paradigme avec l'augmentation de la croissance mondiale et également le développement de certains pays, notamment en zone Asie, qui se développent énormément. Et c'est un phénomène qu'on observe en tout lieu. Lorsqu'un pays se développe, il augmente sa consommation de protéines animales. Or, d'autre part, on vit une crise à la fois écologique et climatique, avec nos systèmes actuels dont on sait qu'ils ne sont pas duraux. Et donc, nous avons une équation à résoudre entre l'envie, le besoin des consommateurs de consommer des protéines animales et, d'autre part, nos ressources qui sont finies. Et donc, un choix va devoir se faire face à l'augmentation de notre population mondiale et notre désir de consommer de plus en plus de produits carnés. À l'heure actuelle, la production alimentaire mondiale en termes de protéines est d'environ 550 millions de tonnes. Sur ces 550 millions de tonnes, seul à peu près 1/5 de ces protéines végétales qui sont produites sont utilisées en alimentation humaine, et 4/5 de nos protéines végétales qui sont produites vont en fait être transformées en protéines animales par le biais de l'alimentation du bétail. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à partir de 440 millions de tonnes de protéines végétales consommables, seulement 90 millions de tonnes de protéines animales vont être produites. Donc l'idée de rendement protéique, la quantité de protéines animales qui peuvent être produites à partir d'une quantité de protéines végétales. À partir de 100 kg de protéines végétales, vous pouvez produire à peu près 40 kg de protéines de poisson, 40 kg de protéines de poulet et seulement 10 kg de protéines de bœuf ou de mouton. Donc on voit que la production de protéines animales est pas rentable. Elle consomme beaucoup de ressources. Donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, avec l'augmentation de la population, on va se retrouver avec un choix de société. Comment faire pour alimenter toute cette population augmentant en protéines? Le premier choix va être d'augmenter la production protéique mondiale en végétal, avec tous les impacts que ça va avoir en termes d'utilisation des territoires. Autre choix, ça peut être de consommer des protéines animales avec un meilleur rendement de conversion. Donc l'insecte s'inscrit dans ce cadre-là pour produire à partir de 100 kg de protéines végétales, vous pouvez produire 40 kg de protéines d'insectes
au lieu de 10 kg seulement de protéines de bœuf. Et le dernier choix, c'est de consommer la protéine végétale telle qu'elle. C'est ce qui est le plus efficace en termes d'efficacité environnementale. Par contre, on doit avoir l'acceptabilité du consommateur pour aller vers ces stratégies-là. Alors en France, on a à peu près 300 000 personnes qui se définissent comme véganes, 1,3 million de végétariens, et à peu près un tiers de la population qui se définit comme flexitarien. Donc une partie de la population est sensible à ça. En termes des efforts acceptables pour réduire l'impact de la consommation des produits carnés sur l'environnement, désolé pour le graphique qui est dégueulasse. Lorsqu'on a demandé aux clients, à des consommateurs, qu'est-ce qu'ils étaient prêts pour réduire l'impact de la consommation des produits carnés sur l'environnement, 60% sont prêts à réduire leur consommation de viande. À peu près 40% sont prêts à consommer des protéines végétales. À peu près 10% sont prêts à devenir végétariens. Environ 10% sont prêts à consommer des protéines, de la viande cellulaire, produite au laboratoire. Et environ 5 à 10% sont prêts à consommer des protéines d'insectes. Voilà. Donc la grande acceptabilité actuelle est celle pour l'utilisation des protéines végétales, pour remplacer les protéines de viande. Un autre point qui est important à voir, c'est que à l'heure actuelle, 98% des consommateurs de viande végétale consomment aussi de la viande de bœuf. Donc seuls 2% sont végétariens stricts. Donc vous avez une compétition entre protéines, entre viande animale et viande végétale. Donc besoin d'avoir une bonne qualité organoleptique, sensorielle, nutritionnelle pour vendre ces produits-là. Donc je vous parlais des protéines végétales. On assiste à l'heure actuelle à une démultiplication des sources végétales au-delà des classiques soja et blé, avec une réflexion sur à la fois le développement de protéines céréales, légumineuses, tubercules, levures, champignons, algues, insectes, et j'en passe. Alors, pour consommer plus de protéines végétales dans le cadre de remplacement des protéines de viande, des steaks et des produits de poisson, on a un certain nombre de défis fonctionnels à passer. Si on prend l'exemple des burgers végétaux, on voit qu'on a eu une grande évolution de la catégorie des produits qui ont été développés. À l'origine, donc l'étape la plus simple, c'était l'association de céréales et légumineuses. Ensuite, des produits traditionnels, tofu, tempeh, seitan, qui apportaient une certaine qualité de texture, mais qui ne ressemblaient en rien à de la viande. Les analogues de première génération, qui d'assez loin ressemblaient à des burgers, mais qui en termes de texture, de goût, étaient très différents. Et les analogues de deuxième génération qu'on commence à voir apparaître, Beyond Meat, Impossible Burger, qui proposent des expériences sensorielles qui sont assez bluffantes. Ce travail-là, il se fait sur des projets de R&D qui est très très important. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de substituer des protéines animales par des protéines d'autres sources ? Les protéines peuvent être considérées comme les molécules les plus complexes qu'on peut trouver dans la nature, ce qui est lié à leurs différents niveaux d'organisation. À l'échelle la plus basique, une protéine est une séquence d'acides aminés. Il existe plus de 20 acides aminés dans la nature, donc une très grande combinaison d'acides aminés possibles, ce qui va impacter sur la qualité nutritionnelle des produits. Ensuite, ces acides aminés vont s'organiser sous forme de feuillets, d'hélices ou de zones aléatoires qui vont déterminer la flexibilité et donc la stabilité de la protéine et sa qualité d'utilisation dans des émulsions, par exemple. Cette protéine va s'organiser en 3D sous forme de fibrilles et donner la texture classique de la viande, ou alors sous forme de globules. Donc des expériences très différentes. Et ensuite, les protéines elles-mêmes peuvent s'organiser
entre elles pour former des superstructures qui vont déterminer la fonctionnalité de la protéine végétale, et donc, ou de la protéine en général. Et donc si vous voulez transformer une protéine végétale globulaire ou une protéine de levure globulaire en faire une fibre pour lui donner son aspect fibreux et faire un steak ou un poisson, vous devez passer par une étape de transformation importante. Les protéines ont des rôles fonctionnels très multiples dans les produits alimentaires. Ils vont apporter de la texture, donc une texture fibreuse dans le cas de la viande, du poulet par exemple, une texture lamellaire dans les poissons, le cabillaud par exemple. Et vous avez des entreprises qui commencent à se développer pour produire des expériences similaires. Je pense à Miami par exemple. Les protéines peuvent servir d'agents liants, former une structure 3D capable de lier l'eau, dans le cas des burgers par exemple, de retenir l'eau et l'huile et donner de la jutosité au produit, dans le cas des boulettes de viande par exemple, de stabiliser des émulsions comme dans le cas des saucisses, ou stabiliser des mousses, je pense par exemple au tarama par exemple. Les protéines vont avoir aussi des rôles nutritionnels importants en termes d'acides aminés essentiels, équilibrage du Nutri-Score, etc. Confrère de Foodinov vous présentera ça un petit peu plus en détail. À l'heure actuelle, les sources classiques vont être le soja, qui est très facile à extruder pour fabriquer des analogues de poulet ou des analogues de viande, par contre qui est riche en facteurs antinutritionnels, ce qu'on appelle par exemple les phytoœstrogènes, qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Ils ont un goût végétal plus ou moins marqué, et surtout la filière soja française est assez peu développée, elle est en cours de structuration. Le blé est facilement texturable, il est pauvre en facteurs antinutritionnels, mais il est aussi associé à la maladie cœliaque. Le pois suit un grand boom en ce moment. Il est plus difficile à transformer en analogue de viande que le soja, même si c'est possible. Il a un goût végétal pour les produits de première génération qui sont assez marqués. Et vous avez la pomme de terre qui est un excellent agent liant, très utile pour servir de liant dans des produits type analogue poulet-viande. Par contre, qui a un prix élevé et qui est difficile à sourcer actuellement en grande quantité. Vous avez un certain nombre de sources émergentes qui apparaissent sur le marché en ce moment même. Vous avez tout un travail sur les légumineuses qui apparaissent, notamment la févrole, qui a une qualité proche du pois, ni meilleur ni moins bon. Vous avez le tournesol qui est en train de se développer, qui a une fonctionnalité un petit peu inférieure aux protéines de soja et qui peut poser des problèmes de couleur. Le colza, un excellent agent liant qui sera très, très utilisé sans doute. Et vous avez l'insecte qui a l'intérêt d'être très digeste, avoir un profil d'un acide aminé équilibré. Par contre, la question va se poser au niveau de l'acceptabilité par le consommateur. Et au-delà de ces sources émergentes, vous avez des sources qu'on qualifiera de demain, qui sont en cours de développement, qui peuvent être très très variés, levures, lentilles d'eau, microalgues, autres oléagineux, fruits, etc. La question va être quel intérêt environnemental, nutritionnel ou fonctionnel de ces nouvelles sources. Au-delà du travail sur les sources, vous avez un certain nombre de réponses technologiques qui sont en train de se mettre en place pour produire des protéines qui soient d'une meilleure qualité technologique, environnementale, locale. Vous avez notamment la turboséparation pour le développement d'ingrédients protéiques qui soient moins transformés, avec des investissements qui soient compatibles avec des petites structures. Vous avez la fabrication d'isolats protéiques dits de deuxième génération, qui soient moins colorés et plus neutres en goût, donc nécessitant moins de transformation, moins d'agents masquants, etc. Développement de techniques de structuration alternatives à l'extrusion, qui actuellement la technologie la plus utilisée pour fabriquer les analogues de poulet, de viande ou de poisson. Et le développement actuel des viandes ou des foie gras, par exemple, qui soient cultivés au laboratoire. Ce qu'on appelle la viande ou le foie gras cellulaire, qui reçoit beaucoup d'attention en ce moment. Alors, quels vont être les impacts au niveau nutritionnel ? Donc, en introduction, on a parlé de plusieurs régimes alimentaires, comme le végétarisme, le flexitarisme, le véganisme. Et en fait, ce choix que l'on va faire dans notre régime alimentaire va avoir un impact sur les nutriments que l'on va apporter à notre organisme. Et donc,
quand on parle d'alternatives à la viande et d'alternatives au poisson, on parle souvent d'éléments qui sont au cœur de l'assiette. Donc on va avoir un nutriment qui est très impacté, c'est la protéine. En termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Donc il y a deux éléments principaux pour évaluer la qualité d'une protéine. On parle à la fois de la teneur en acides aminés, notamment il y a une notion très importante d'acides aminés indispensables, c'est-à-dire que ce sont les acides aminés que le corps ne peut pas synthétiser ou à une vitesse trop lente pour le corps, donc il faut les apporter par l'alimentation. Ils sont au nombre de 8. Donc cette notion-là va être importante pour évaluer une part de la qualité. Et l'autre élément qui va contribuer à l'évaluation de la qualité des protéines, c'est sa digestibilité. C'est la combinaison de ces deux éléments qui nous permettent d'évaluer ce point-là. Lorsque l'on parle de qualité, certaines protéines végétales ont une défaillance dans des acides aminés indispensables ou essentiels. Les plus connus, ce sont par exemple pour les céréales, on va avoir une défaillance ou une limite en lysine, alors que pour les légumineuses, on va avoir une limitation sur la méthionine et la cystéine. Donc par exemple, un exemple très bon pour avoir une complémentation et une protéine complète, c'est au travers des végétaux de faire des combinaisons, de compléter à la fois une partie céréale et une partie légumineuse. Alors on le voit très bien au cours de notre alimentation et même au travers des cultures, on a des très bons exemples, comme par exemple le couscous qui peut allier la semoule, le blé, avec des pois chiches. Donc on a à chaque fois une association avec une céréale et une légumineuse. Voilà, c'est une façon d'aller chercher la qualité des protéines quand on ne l'a pas de façon intrinsèque. Un autre impact qu'il va y avoir dans le choix, du moins au travers du choix que l'on fait dans notre alimentation, c'est directement sur les vitamines et sur les minéraux. Donc on a certaines vitamines et minéraux qui vont être très impactés, notamment lorsqu'on décide de ne plus consommer d'aliments qui sont dérivés de la viande ou du poisson, ou en tout cas de parties animales. Ça va être par exemple la vitamine B12. Mais pas que. On aura aussi le fer qui sera très fortement impacté, puisqu'on sait très bien que lorsqu'il vient d'une source végétale, il n'est pas assimilé de la même façon par le corps. On voit que ces défis nutritionnels ont été pris en compte par certaines sociétés. Alors là, on a pris un exemple un peu au hasard, qui est un produit de la marque Morningstar, de la société Kellogg's, qui a intégré justement ces défaillances possibles pour les végétaliens, notamment, avec une complémentation en vitamine B12 et en fer. Mais effectivement, en termes d'opportunités et de réponses aux alternatives à la viande et au poisson, la partie organoleptique est également primordiale de travailler. Parce qu'effectivement, vous pouvez voir sur cette étude américaine de consommateurs que pourquoi les consommateurs avaient un obstacle à consommer des produits carnés d'origine végétale. Et en fait, vous vous apercevez que pour le goût et la texture, on arrive déjà à 47% de non-acceptabilité des produits pour l'organoleptique. Donc la bonne perception sensorielle doit être évidemment au cœur du travail de R&D pour les industriels, pour déjà pouvoir faire de l'acceptabilité de produits par les consommateurs en termes d'achat, mais aussi de réachat, de faire vivre une expérience sensorielle particulière à ces consommateurs pour pouvoir les emmener dans ce nouvel univers d'alternatives à la viande et au poisson. Et donc les méthodes d'analyse sensorielle, les tests qualitatifs, quantitatifs et tout ce qui est dégustation de produits est essentiel pour pouvoir travailler là-dessus. Et en termes de travail, vous avez 3 facteurs qui est essentiel à déterminer sur les recettes que vous lancez. C'est effectivement tout ce qui est partie aromatique, texture et forme et aspect, pour pouvoir se comparer pour l'instant aux produits animaux. En termes d'aromatique, vous avez plusieurs typologies sur quoi vous pouvez travailler. Donc tout ce qui est arôme, les sociétés d'aromatiques font des travaux énormes sur tout ce qui est de plus en plus de clean label, avec des arômes de plus en plus naturels, vegan, pour illustrer et faire office de naturalité sur la partie viande, mais aussi poisson.
Les poissons, par exemple, vous pouvez avoir des infusions à base d'algues qui peuvent apporter des notes iodées marines et des viandes, notamment les notes umami. Vous avez également tout ce qui est agent masquant en termes d'aromatiques pour pouvoir éliminer ces off-notes végétales. En termes de texture, vous pouvez travailler sur différents types et aspects du produit, type fibration, jutosité du produit, pour la rétention d'eau par exemple, la partie fonte du gras végétal, parce qu'effectivement en termes de texture, le gras végétal a la difficulté de rester aussi figé que ce qu'on peut trouver en animal. Et bien sûr, tout ce qui est cohésion du réseau protéique, avec des ingrédients qui, pour l'instant, sont encore à accepter, mais qui posent question, comme la méthylcellulose, dans ces typologies de produits. Et à côté de ça, vous avez quelques exemples de produits qu'on peut trouver sur les analogues de viande et poisson. Et en dernier lieu, donc la forme et l'aspect des produits qui finalisent cet aspect organoleptique qui est nécessaire à l'acceptabilité du client. Donc vous avez tout ce qui est travail sur les food forms, avec la partie anatomique. Des développements sont importants aussi sur la partie impression 3D pour essayer de rendre des textures similaires à ce qu'on peut trouver sur la viande ou le poisson, ou des process assez innovants. Et en termes de couleurs, tout ce qui est ajout d'ingrédients pour contrebalancer le fait que ces produits alternatifs, viande et poissons, sont la plupart du temps déjà pré-cuits et il faudra recuire. Donc la double cuisson oblige à travailler sur la couleur notamment. Vous avez la légémoglobine, par exemple, qui a été utilisée pour Impossible Food pour donner ce côté rouge sang à base de levure travaillée. En guise de conclusion, quand on fait un petit peu l'état des lieux de tout ça, le champ des possibles a l'air d'être ouvert, porté à la fois par des innovations process, des innovations ingrédients, que ce soit à la fois sur la partie colorante, la partie arôme. Donc là, les questions qu'on peut se poser pour la suite, c'est comment vont évoluer les attentes consommateurs, comment vont évoluer aussi nos réactions vis-à-vis de certaines... Alors je ne parle pas que d'allergénicité, mais voilà, comment vont évoluer ces perceptions vis-à-vis des nouvelles sources, et également comment vont évoluer les nouvelles générations des produits. Alors on l'a vu avec la projection qu'a fait Frédéric, qui allait vers toujours plus de ressemblance avec la viande et le poisson. Est-ce que ce sera toujours vrai demain? Voilà, c'est la question qui se pose. Merci. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est à votre disposition.